Bonsoir pour ce premier mardi des Bernardins sur le thème du bonheur des enfants qui réjouit déjà la salle. Nous avons ce soir Jean-Marie Petitclerc, salésien éducateur spécialisé. Nous avons également Nicole Fabre qui est psychanalyste et Jean-François Kieffer, illustrateur et auteur de bande dessinée. Ce thème est le premier d'une grande série pour laquelle nous espérons vous passionner et vous aurez la possibilité de revenir, je l'espère, pour d'autres mardis. Ce soir, nos invités ont en commun deux points, au moins, deux points communs. Tout d'abord, ils s'intéressent tous aux enfants, puisque dans leurs activités, ils ont à travailler pour les enfants. Et d'autre part, ils sont tous les trois des auteurs. Et j'ai ici donc l'ouvrage de Jean-Marie Petitclerc, Enfermé ou éduqué, qui est paru aux éditions Duno. Voilà. J'ai également l'ouvrage de Nicole Fabre, Vous avez dit morale, paru aux éditions DDB, qui est tout frais, il vient juste de sortir d'imprimerie et il n'est pas encore en librairie. Et puis également, j'ai le premier tome des Aventures de Loupio, qui est un tome qui est maintenant assez ancien, Jean-François, hein, puisque nous en sommes aujourd'hui au tome 7. Voilà, je le montre quand même. Il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas. Voilà. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Jean-Marie Petitclerc pour nous parler du bonheur des enfants du point de vue de son expérience d'éducateur spécialisé. Bonsoir, donc je suis à la fois honoré et heureux de venir partager avec vous quelques réflexions sur ce thème. Honoré d'inaugurer ainsi ce cycle de conférences dans ce magnifique collège qui accueillait voici 15 jours un hôte illustre. Et puis heureux, car je sais combien ma propre réflexion sur les questions d'enfance, d'éducation s'enrichit de ces débats menés ici ou là. Heureux aussi du thème qui a été choisi lorsque l'on me sollicite habituellement. On me demande plutôt d'intervenir sur le problème des enfants, sur les enfants à problème, sur le problème posé par les enfants à problème. Et je crois qu'il est vraiment évangélique d'aborder cette question de l'enfance sous l'angle du bonheur. Alors bien sûr, on peut aborder cette question avec de multiples angles de vue, celui du philosophe, celui du psychologue, celui du politique. Il ne vous étonnera pas que j'aborde cette question du point de vue de l'éducateur que je suis, puisque voici 30 ans maintenant que j'exerce ce métier auprès d'enfants, d'adolescents, majoritairement domiciliés dans les quartiers qualifiés de sensibles, que ce soit en banlieue parisienne, du côté d'Argenteuil, ou en banlieue lyonnaise, du côté de Vaux-en-Velin. Et mon propos aura une double inspiration, celle de cette expérience éducative, et puisque la spécificité du discours de l'éducateur réside dans son articulation avec le champ de sa pratique, vous me permettrez juste deux mots en guise d'introduction, de présentation de ce travail mené par les équipes du Val d'Ocaux. Il me semble que la plus grande difficulté actuelle rencontrée par les enfants, difficulté majorée dans ces quartiers, mais que l'on repère un peu sur l'ensemble du territoire, réside dans le fait que tous les jours, ils circulent dans trois lieux. Tous les jours, ils passent du temps en famille, ils passent du temps à l'école, ils passent du temps dans la rue. Et vous savez que l'on peut mesurer la différence entre un enfant inséré et un enfant qui se marginalise autant qu'il passe dans la rue. Pour le premier, la rue est un espace de circulation. Pour le deuxième, lorsque ça ne va plus chez lui, lorsque ça ne va plus à l'école, la rue occupe une autre fonction. C'est le lieu qu'il investit et il s'imprègne du vocabulaire ambiant. Et puis, cette violence souvent banalisée comme mode d'expression et comme mode d'affirmation de soi. Et dans chacun de ces lieux, il y a une culture. La culture familiale, empreinte des traditions des pays d'origine. La culture scolaire, empreinte des traditions républicaines. Et cette culture de la rue, qui est peu à peu devenue une culture de l'entre-père, de l'entre-jeune, les adultes ayant un peu déserté l'espace public. Il me semble que ce qui caractérise l'évolution de la jeunesse de notre pays, c'est que cette culture a tendance à devenir de plus en plus prégnante. Et dans chacun de ces lieux, des adultes, qu'on le veuille ou non, c'est un constat, transmettent des repères, les parents en famille, les enseignants à l'école, les aînés dans la rue, on sait le poids de l'influence des aînés sur les plus jeunes. Le drame pour ces enfants, c'est que chacune de ces catégories d'adultes, très souvent, au mieux s'ignore, au pire se discrédite. Vous savez, le discours tenu par certains enseignants sur le thème des parents démissionnaires, si j'arrive pas à faire cours, c'est la faute aux parents, ou bien c'est la faute à l'environnement. Vous écoutez les parents et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces enseignants d'aujourd'hui? Ils se disent professionnels de l'éducation, ils sont même plus capables d'assurer la discipline. Moi, j'envoie mon gamin à l'école pour qu'il apprenne, il revient, il sait rien. Ça, c'est pas faire son métier, ça va nous donner des conseils. Et bien sûr, c'est la faute aux enfants des autres. Et puis, vous écoutez les aînés, ils disent, tu sais, que tu investisses l'école ou que tu ne l'investisses pas, regarde, c'est le chômage au bout.
puis tu es vieux, c'est une autre génération, ils ne comprennent pas grand-chose à grand-chose. Autrement dit, l'enfant passe dans 3 lieux, et ceux qui sont porteurs de repères ont tendance parfois à se discréditer. On assiste alors, dans ces quartiers, à un véritable problème éducatif. L'idée du Val-d'Ocaux, originale à sa création et qui est depuis largement reprise par M. Borloo dans le cadre du programme de réussite éducative, c'est une même équipe éducative, plurielle dans sa composition, qui va à la rencontre de l'enfant dans ces 3 champs. À la fois le champ de la rue avec le support de l'animation, le champ de l'école avec le support de notre service d'accompagnement éducatif et scolaire, et puis le champ de la famille avec le support de la médiation familiale. L'idée phare du Val-d'Ocaux, c'est le concept de médiation famille-école-cité, créer du lien entre les différents adultes qui cheminent auprès de l'enfant, car il me semble que le premier droit de l'enfant, à l'orée du XXIe siècle, c'est le droit à la cohérence des adultes qui l'accompagnent sur son itinéraire de croissance. J'ai beaucoup travaillé, comme vous le savez, les questions de violence. J'ai souvent pu établir une corrélation entre le niveau de violence d'un enfant et d'un adolescent et le niveau d'incohérence des adultes qui l'accompagnent. Deuxième source d'inspiration, eh bien celle de Don Bosco, qui connut lui aussi une période agitée, la société étant en pleine mutation, avec une grande difficulté pour la jeunesse de se projeter dans l'avenir, ce qui générait de grandes turbulences à l'âge de l'adolescence, et son époque et la nôtre ont en commun d'être des époques marquées par l'incertitude. Et dans un tel contexte, Don Bosco construisit son système éducatif à partir de la seule chose qui tienne, la qualité de la relation entre l'éducateur et l'enfant. Sans affection, pas de confiance. Sans confiance, pas d'éducation. Tel était le fil rouge de sa pédagogie qui s'avère à mes yeux si pertinente lors d'une période de crise sociétale. Alors venons-en à notre thème, le bonheur des enfants. Explicitons-le un peu et voyons comment, nous les adultes, nous pouvons accompagner nos enfants sur ce chemin de bonheur. Je voudrais brièvement ouvrir 3 pistes. Tout d'abord, parler du bonheur de découvrir. Je crois que le premier bonheur de l'enfant, c'est celui de la découverte. Découvrir son propre corps et toutes ses potentialités. Découvrir le monde, la mer, le ciel, mais aussi tout ce que savent faire les hommes. Vous savez, cet enfant de 4 ans qui nous harcèle de questions, c'est pourquoi le ciel est bleu, comment on va sur la lune. Découvrir l'autre, et en découvrant peu à peu que la différence qu'il a tendance à percevoir au démarrage comme une menace est en fait une richesse, que l'on peut toujours s'enrichir des différences de ceux que nous rencontrons. Découvrir le tout autre, en découvrant peut-être que l'essentiel, ce qui est véritablement essentiel, reste invisible pour les yeux. Quelle responsabilité pour nous adultes d'accompagner l'enfant sur ce chemin de découverte. Et je crois que nous devons développer 2 qualités. Tout d'abord, comme ne cessait de le dire Don Bosco, la confiance. Car c'est seulement si on fait confiance à l'enfant qu'il sera capable de prendre confiance en lui. Et c'est seulement s'il est capable de prendre confiance en lui, alors qu'il pourra, avec bonheur, effectuer toutes ces découvertes. Un enfant qui n'a pas confiance peut être bloqué par sa timidité, par la peur, si l'on veut qu'il puisse effectuer ce chemin de découverte avec bonheur, encore faut-il qu'il sente notre confiance. Confiance en l'enfant, confiance en l'homme, confiance en l'avenir. Ayons bien conscience que la plus grande source de mal-être aujourd'hui dans notre pays, des enfants et des adolescents, réside bien souvent dans le regard négatif que nous portons sur demain. Et je me réjouis qu'ici, au Collège des Bernardins, on veuille d'emblée développer une approche positive. Permettez-moi une petite anecdote liée à ma propre enfance. J'avais 9 ans en 1962, ce qui donne une indication sur mon âge pour l'effort en calcul mental. Mes parents avaient connu les affres du débarquement en Normandie, la ruine de leur belle ville de Rouen. Et c'est terrible, à 20 ans, de voir en ruine tout ce que l'on a construit jusqu'alors.
On était en plein blocus de Cuba, menace de guerre nucléaire totale entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Et je me souviens que l'enfant que j'étais, le soir, en s'endormant, feuilletait les dernières pages de son encyclopédie des 2 coqs d'or et rêvait de la voiture de l'an 2000, de la fusée de l'an 2000 et du robot de l'an 2000. Autrement dit, mes parents, qui avaient bien plus de raisons objectives que nous de s'inquiéter de l'avenir à très court terme, et qui avaient en mémoire le traumatisme des destructions massives, étaient néanmoins capables d'enthousiasmer leurs gosses sur demain. Sondage effectué aujourd'hui auprès de gamins de 10-13 ans sur à quoi vous fait penser demain. Parmi les premières réponses, la peur de la pollution, la peur du chômage, la peur du terrorisme. Il est évidemment beaucoup plus difficile de grandir dans une société qui se projette négativement sur demain que dans une société qui se projette positivement sur demain. Jean Bosco aimait rappeler à tous ces éducateurs que lorsque l'on est en position éducative, on n'a pas le droit de gémir sur son temps. Nous commençons à mesurer les effets dramatiques pour tous ces enfants, tous ces adolescents, de ce sempiternel discours d'adulte. Hier, c'était beau, aujourd'hui, c'est difficile, demain, c'est la cata. Comment peuvent-ils alors marcher avec enthousiasme vers demain? Comment peuvent-ils alors emprunter avec bonheur ce chemin de la découverte? Deuxième piste que je voudrais ouvrir ce soir, c'est autour du bonheur de grandir. L'enfant qui grandit. La plus belle parabole qui existe sur l'enfance est à mes yeux celle de la graine, appelée à devenir un grand arbre. Et vous connaissez peut-être ce célèbre commentaire de l'abbé Pierre sur cette parabole qui parlait un peu des 3 catégories d'hommes et de femmes dans ce monde. Il y a ceux, vous les mettez face à une graine, ils voient que la graine, c'est un peu limité comme perspective. Il y a ceux, vous les mettez face à une graine, ils rêvent déjà à l'arbre, ils voient les oiseaux dans les branches. Le drame, c'est pour ces grands idéalistes, c'est parfois de marcher sur la graine et il n'y a plus rien. Et puis il y a ceux qui savent voir à la fois la graine et l'arbre. Et ceux-là vont être attentifs au terrain, offrir le meilleur terrain pour que la graine puisse devenir un arbre. Quelle merveilleuse parabole pour notre rôle d'éducateur. Offrir le meilleur terrain à l'enfant, pour que l'enfant puisse prendre racine dans l'héritage familial, social, culturel, religieux de son pays, et de manière à éclore à sa nouveauté de sujet. Il n'est jamais là pour reproduire, il est là pour inventer. Et vous savez que la caractéristique du regard évangélique, c'est toujours ce double regard sur le déjà là et le pas encore là. Un des grands messages de l'Évangile, c'est de dire qu'on tronque l'homme lorsque l'on n'est pas porteur sur lui de ce double regard. Alors si je décline ma parabole dans le champ éducatif, je pourrais parler des 3 catégories d'éducateurs. Ceux qui ne voient dans l'enfant que l'enfant tel qu'il est aujourd'hui. Parce que vous savez, nous disons tous que nous aimons voir l'enfant grandir. Ça, c'est ce que nous disons. Mais est-ce fondamentalement vrai? Je m'adresse aux parents, vous savez, qui se souviennent de leur gamin de CM2 sautant dans leurs bras pour raconter avec émoi leur chagrin de cours de récréation. Et lorsque 8 ans après, ils les surprennent à la sortie du lycée, ils n'osent même pas les embrasser devant les copains, faisant comprendre de la main, dégage maman, c'est pas ta place ici. On dit qu'on aime voir son enfant grandir, mais ce n'est pas si fondamentalement vrai. C'est toujours une posture de ne jamais enfermer l'enfant dans ce qu'il est aujourd'hui. Combien je rencontre parfois d'enfants qui souffrent en me disant « mes parents ne voient pas que je grandis ». Deuxième catégorie d'éducateurs, ceux qui voient dans l'enfant le futur adulte. Vous savez, c'est le passe ton bac d'abord. La réalité de ce que tu vis aujourd'hui ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est le projet que je fais pour toi. Car lequel d'entre vous n'a pas rêvé, en berçant le petit bébé, de bercer Platini au foot, Na au tennis, Balzac en littérature, Diogène en physique. Il faut voir parfois l'emploi du temps de nos chérubins de CM2 le mercredi après-midi, qui passent de la leçon de tennis au cas il serait Noah, à la leçon de piano au cas il serait Mozart, qui arrivent au catéchisme en retard, qui repartent en avance. Après, on se dit, ils ont quelques difficultés parfois à se poser vraiment. Non. Lorsque l'on ne voit que le futur adulte, on risque de ne pas respecter le rythme de l'enfant. Pour grandir dans le bonheur, l'enfant a besoin d'être respecté dans son rythme. Alors, troisième catégorie d'éducateurs, et c'est là où se situent tous les pédagogues d'inspiration évangélique, ce sont ceux qui voient l'enfant tel qu'il est aujourd'hui, mais aussi l'adulte qui est appelé à devenir. Et ceci va se traduire par une double attitude, à la fois sécuriser l'enfant,
l'enfant a besoin d'être sécurisé pour pouvoir grandir sans danger. Sécurisé, c'est l'accepter comme il est. C'est être capable de poser un cadre, de règles, de limites, aider l'enfant à sortir de sa toute-puissance enfantine. Sécuriser, c'est aussi l'aider à mémoriser de la réussite. Car l'homme est ainsi fait qu'il n'est capable d'affronter une difficulté qu'en se mémorisant une réussite antérieure. Ça, il m'arrive souvent d'intervenir lors de journées pédagogiques contre l'échec scolaire. Je préfère parler positivement, pour promouvoir la réussite scolaire. Et souvent, je prends l'exemple des professeurs d'éducation physique et sportive, qui sont parfois ceux qui ont le plus les deux pieds sur terre. Je leur dis, imaginez une classe de 100 hauteurs. Séparez votre classe en deux groupes. Ici, la barre à 1m80, tout le monde rate. Puis vous baissez la barre jusqu'à ce qu'il réussisse. Ici, la barre à 80 cm, tout le monde réussit. Et vous montez la barre jusqu'à ce qu'il rate. Faites l'expérience, la moyenne de saut de votre classe sera toujours supérieure avec cette deuxième méthode. Car que se passe-t-il avec la première? 1m10 c'est haut et je viens de rater 1m15. Oh, j'ai toutes les chances de rater à nouveau. Alors qu'ici, 1m10 c'est haut, mais je viens de réussir 1m5. Pourquoi ne réussirais-je pas à 1m10? Et souvent, tous les enseignants opinent du bonnet. Mais je dis, je n'ai jamais vu un prof de gym enseigner le saut en hauteur comme ça, mais combien de fois j'ai entendu un professeur de mathématiques me dire jusqu'où faudra-t-il que je m'abaisse, comme s'il n'allait pas de soi que pour lui, la première question du premier exercice était au niveau du plus faible. Vous savez, ce qui est terrible dans l'échec scolaire, c'est qu'il génère de la perte de confiance, et que la perte de confiance génère de l'échec. On ne peut casser cette spirale d'échec qu'en induisant de la réussite. Le premier rôle de l'éducateur, c'est de faire la fête lorsque l'enfant fait ses premiers pas, lorsque l'enfant plonge pour la première fois dans la piscine, lorsqu'on enlève les petites roues stabilisatrices du vélo. Aidons l'enfant à mémoriser de la réussite. C'est ainsi qu'on l'arme pour affronter les difficultés qu'il pourra rencontrer sur son chemin. Sécuriser, mais aussi responsabiliser. Car on ne permet à un enfant de devenir responsable qu'en lui permettant d'exercer des responsabilités. Bien sûr, à la hauteur de ses épaules. Je vois parfois tellement d'écart dans notre société, des gamins de 10 ans, on les appelle les enfants à la clé, qui sont responsables de tout un appartement et de toute une fratrie entre 17h, l'heure de sortie de l'école, et 21h, l'heure où la maman revient, responsabilité écrasante. Et le lendemain, ils vont guirer à l'école, et la maîtresse, après un discours emphatique sur la citoyenneté, lui dit « Jérémy, tu vas être responsable de la craie ». Parodie de responsabilité qui ne les intéresse absolument pas. Non, des responsabilités à la hauteur de leurs épaules. Mais nous vivons dans une société qui, de plus en plus, veut s'assurer contre tous les risques. Or, confier une responsabilité, c'est forcément courir un risque. L'art de l'éducateur, c'est de le mesurer. Combien j'aime dire qu'une éducation sans risque est l'éducation la plus risquée qui soit, parce qu'elle forme des enfants irresponsables. Troisième piste, le bonheur d'être aimé. Car c'est seulement en étant aimé que l'enfant acceptera ses propres limites. Et c'est pas facile de quitter la sphère de la toute petite enfance, marquée par tant d'illusions, de toute puissance en particulier, pour s'accepter avec ses propres limites. En sentant ce regard d'amour, l'enfant est capable d'accepter ses limites, et c'est seulement s'il est capable d'accepter ses limites qu'il sera aussi capable d'accepter les limites de l'autre, qu'il sera capable de porter un regard d'amour. Et l'important, comme ne cessait de le rappeler Jean Bosco, n'est peut-être pas tant d'aimer que de se savoir aimer. Je rencontrais récemment une famille découvrant avec stupéfaction que leur jeune adolescent se droguait, et le père me disait « Mais vous savez combien je l'aime, je travaille comme un malade pour lui payer de bonnes vacances, lui payer de bonnes études. » Je répondais au père que moi je le savais tout à fait, mais est-ce que lui le savait? Lui qui ne voyait que ses absences. L'important n'est pas seulement d'aimer, mais de montrer à l'enfant qu'il est aimé. Et lorsque Jean Bosco rappelle, pas seulement aimer, mais que l'enfant se sache aimer, ce n'est pas qu'il veuille dire que la manifestation est plus importante que le sentiment, mais ce qu'il veut dire, c'est que l'important dans la relation à l'enfant, ce n'est jamais l'intention que l'on met au mot, ni à son geste, c'est toujours la manière dont il le reçoit. Je vois des fois des enseignants qui commettent des observations, qui cassent des enfants. Leur intention était légitime, c'était pour le stimuler. Mais l'important, c'est la manière dont l'enfant reçoit.
Poser la main sur l'épaule d'un enfant peut être un très bon geste, s'il le reçoit affectueusement, peut être un très mauvais geste, s'il vous soupçonne de pédophilie. Et quand j'interviens en formation éducateur et qu'on m'interroge, est-ce qu'on a le droit? Je dis non, la question n'est pas savoir du droit, la question est toujours la manière dont lui le perçoit. Pas la manière dont moi-même je le perçois ou dont mon entourage veut le percevoir, la manière dont lui le perçoit. Et ceci est une invitation à toujours trouver avec l'enfant ce point de bonne distance et de bonne proximité. Je crois que l'art de l'accompagnement de l'enfant sur un chemin de bonheur, c'est l'art du positionnement. Être toujours suffisamment proche pour ne jamais être indifférent, mais suffisamment distant pour ne jamais être indifférencié. Et il faut savoir que trop de distance ou trop de proximité peut générer de la violence. Si vous êtes trop distant, l'enfant peut devenir violent pour attirer votre attention sur lui. Mais si vous êtes trop collé à lui, alors il peut devenir violent, manière pour lui de se défendre contre cette gang qui l'emprisonne et qui ne lui permet pas de devenir comme sujet. Je rencontrais récemment une jeune maman se plaignant de la violence de son petit garçon qui la harcelait de coups. Et je lui disais, un petit peu plus de distance. Je crois que vous êtes trop collés. Oui, aimer selon l'esprit, c'est bien cela. C'est aimer dans une saine articulation entre la proximité et la différence. Vous savez que tout au long de l'histoire des hommes, depuis la Genèse jusqu'à la Pentecôte, le rôle de l'esprit, c'est toujours d'unir en différenciant. On différencie le monde et on construit l'unité. Et à la Pentecôte, chacun parle une langue différente, mais tout le monde se comprend. Il est temps de conclure. Vous aurez remarqué que finalement, ce chemin de bonheur est un chemin de confiance, d'espérance et d'amour. Les trois mots clés, je crois, pour l'éducation. D'ailleurs, Jésus nous invite à nouer une relation avec l'enfant dans le même registre que la relation que l'on noue avec lui. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Autrement dit, il nous demande d'accueillir l'enfant en développant une relation d'un « je crois en toi », je te fais confiance, je te sais capable de grandir, j'espère avec toi, ensemble, on va créer un monde plus juste, plus fraternel, plus paisible, je t'aime comme tu es, et non pas comme je voudrais que tu sois, c'est-à-dire comme Dieu t'aime. Et lorsque Jésus conclut sa rencontre avec les enfants, Marc l'évangéliste utilise 3 verbes, il les embrasse, il les bénit en imposant les mains. Embrasser, c'est manifester son affection. Bénir, c'est dire du bien. Valoriser. Je rencontre parfois des enfants qui sont aimés de leur entourage, mais qui ne sont pas suffisamment reconnus. Imposer les mains, c'est le geste de la sécurisation. Je crois que pour découvrir le bonheur, l'enfant a besoin d'être aimé, a besoin de sentir que l'on croit en lui et a besoin d'être sécurisé. Le mot de la fin sera un mot d'emprunt. Je l'emprunte à ce grand pédagogue, Janusz Korczak, dont j'apprécie beaucoup les écrits. Vous dites, c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez, parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. C'est plutôt le fait d'être obligé de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de s'étirer, de s'allonger, de se hisser sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser. Merci Jean-Marie. Nous allons sûrement reprendre ces différents thèmes à l'occasion du débat que nous aurons tout à l'heure sur le bonheur des enfants qui consiste pour vous, donc dans votre expérience, à découvrir, grandir, être aimé. Et vous avez abordé la famille, l'école et la rue. On parlera peut-être tout à l'heure des médias et du rôle qu'ils peuvent jouer, que ce soit à la famille ou à l'école ou dans la rue. Je voudrais maintenant donner la parole à Nicole Fabre. Peut-être vous avez envie de réagir sur ce que vient de dire Jean-Marie. Je vais être tout entière en réaction, c'est-à-dire en appréciation et en me raccrochant à des choses que vous avez dites.
Je veux dire que dans ce que j'ai envisagé de dire ce soir à propos du bonheur de l'enfant, j'ai touché à des secteurs tout à fait proches de tout ce que vous dites. Et je pense que dès qu'on s'approche des enfants, qu'on les aime et qu'on s'occupe d'eux, on est obligé d'être d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc ma réaction, c'est vraiment une réaction de « comme c'est vrai, ah, comme il a raison ». Alors après, moi je vais prendre les choses par un autre bout, mais je vais retomber sur les mêmes choses que vous en grande partie. Donc c'est ça ma réaction. Je continue au-delà de cette réaction, je continue. Donc pour continuer, je vais aussi rejoindre ce que vous avez dit tout à fait en commençant, c'est-à-dire que pour ma part, en tant qu'analyste, que thérapeute d'enfants, je dois dire que je rencontre des enfants qui viennent me voir, pas du tout parce qu'ils sont heureux, mais parce qu'ils ne le sont pas, en général. Le souci des parents, c'est quelquefois effectivement ce bonheur de leur enfant qui leur manque. Il est tout malheureux et ça ne va pas. Et je me présente aux enfants en leur disant moi, je suis une dame pour les ennuis. Ce qui veut dire que le bonheur n'est pas immédiatement présent, il sera peut-être ce vers quoi nous cherchons à aller. Alors ça, je ne le dis pas à l'enfant. Mais je dis je suis une dame pour les ennuis, je suis une dame pour quand les choses sont difficiles. Et je pense à certains enfants qui, tout à fait en cours ou en fin de cure, me jetant un petit clin d'œil, me disent « Tu sais, les ennuis ?» Alors, ça va, nous savons que ce dont il va me parler, c'est ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire les ennuis. Mais alors, on va laisser les ennuis de côté, puisque nous sommes là pour penser un peu à autre chose. Les ennuis des enfants, c'est l'envers de ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'ils sont en difficulté, ils éprouvent des ennuis, ils sont mal quand ils ne se sentent ni aimés, ni respectés, ou quand on a cru faire un mouvement gentil pour leur poser la main sur l'épaule, comme vous dites, et qu'ils l'ont ressenti comme un mouvement de prise de possession, par exemple. C'est-à-dire qu'il me semble que chaque fois qu'un enfant est malheureux, qu'il a des ennuis et que sa vie ne va pas, et que mon métier, c'est de l'aider à retourner à ses sources et à trouver en lui tout ce qui est facteur de vie et facteur de progrès, à ce moment-là, enfin dans tous ces moments-là, c'est les moments où il nous faut justement rejoindre ces choses indispensables à l'enfant que vous avez nommées. Et la première que je voudrais dire, c'est son besoin absolu d'être aimé de manière inconditionnelle, de se savoir aimer de manière inconditionnelle. Donc j'ajoute cette caractéristique à ce que vous venez de dire de l'amour que nous devons à l'enfant. Si nous voulons l'aider à marcher sur un chemin de bonheur, il faut que notre amour soit inconditionnel. Je pense à toutes ces difficultés que citent des enfants quand ils disent « Oui, je sais bien, je suis un menteur, papa m'a dit qu'il n'aimait pas les menteurs. » Et je dis non, d'abord on va dire non pas que tu es un menteur, mais que tu mens des fois. Et ensuite, peut-être que ton papa n'aime pas quand tu mens, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le petit garçon que tu es. Et ça me paraît quelque chose de très important. Et je crois que qu'on soit parents ou éducateurs, il faut toujours que nous ayons à l'esprit que nos enfants ne doivent pas être catégorisés par les bêtises qu'ils font, toutes les sottises qu'ils peuvent faire, toutes ces choses que nous regrettons bien de voir dans leur vie. Tout cela, nous n'avons pas le droit de dire « tu es un paresseux, tu es un menteur, tu es un voleur », parce que ça les rend malheureux. Et l'enfant a le sentiment que si il a menti, s'il échoue en classe, alors que le seul idéal, c'est qu'il ne mente pas, qu'il ne soit ni un menteur, ni quelqu'un qui échoue, etc., alors il n'est pas aimé, et que pour être aimé, il y a une condition à remplir, c'est d'être comme le voudraient ses parents. Alors ça, je crois qu'on peut tous en être convaincus comme ça, mais nous faisons tous des gaffes autour de cela, qui donnent le sentiment à l'enfant parfois qu'il n'est pas aimé inconditionnellement. Ce caractère inconditionnel me paraît important, et nous avons un travail à faire sur nous-mêmes pour savoir nous exprimer auprès d'un enfant en lui faisant savoir toujours que, quoi qu'il arrive, nous l'aimons inconditionnellement, que, quoi qu'il arrive, toujours nous chercherons à être près de lui. Ça, c'est le travail fondamental. Une autre chose me paraît très très importante, qui se rejoint celle-ci, c'est le fait que quand nos enfants sont en face de nous, ils se voient dans le mode de regard que nous avons pour eux. Le grand psychanalyste Winnicott, qui est bien connu et bien apprécié en général de tous les gens qui s'occupent des enfants, dit que le regard de la mère pour le tout petit
est déjà un miroir. Et que si l'enfant se sent regardé par une mère qui ne fait pas attention à lui, qui pense à autre chose qu'à lui, et que on peut dire une mère, un père, un éducateur, qui en le regardant ne le voit pas, en quelque sorte, eh bien l'enfant n'existe pas et ne se sent pas être, et il ne peut donc pas être heureux. Si bien qu'il me semble que le regard que nous posons sur nos enfants doit être un regard d'amour, un regard d'attention et un regard de respect. Si nous ne regardons pas nos enfants avec respect, en les reconnaissant comme autres que nous et comme ayant des personnalités qui sont les leurs, alors je pense que nous ne les conduisons pas vers le bonheur d'exister. Le bonheur d'être soi, le bonheur d'être un enfant, c'est d'être non seulement aimé inconditionnellement, mais reconnu avec tout ce qu'on traverse de bon et de moins bon, avec toutes les aspirations dans lesquelles on est. Et je rejoindrais bien ce que vous disiez quand vous disiez qu'on ne peut pas, enfin, il n'est pas bon de regarder un enfant uniquement dans l'adulte qu'il sera, uniquement dans le projet qu'on a sur lui, mais il faut le regarder lui, en tant que lui, en respectant ce qu'il est. Et ça me paraît également une condition indispensable au bonheur que nous devons assurer à nos enfants. Ce qui permet à l'enfant de découvrir une autre forme de bonheur que vous avez aussi citée. C'est important, vous avez dit tout à l'heure, d'aimer, c'est important de se savoir aimer. Moi, je le prends à l'envers et je me dis c'est très important de se savoir aimer et ça permet d'aimer. Et un enfant est très content quand non seulement il se sait aimer, ce que lui permet son entourage, et du moins je le souhaite, et nous sommes là pour ça, mais en plus, un enfant qui découvre qu'il aime des gens autour de lui, qu'il a des bons copains, qu'il a du plaisir à les retrouver, qu'il est heureux de retrouver, d'aller voir, je ne sais pas, un oncle, un cousin, un grand-parent, un grand-père, ou qu'il aime son professeur, ça lui procure beaucoup de bonheur. Mais c'est très difficile d'aimer quand on ne se sent pas aimé. Donc c'est une espèce de condition de se sentir aimé pour pouvoir aimer. Mais pour l'enfant, aimer, avoir la certitude qu'il aime en même temps qu'il est aimé, ça me paraît également quelque chose de tout à fait important. Aimer les autres, se dire qu'on va faire quelque chose qui va leur faire plaisir. Regardez le plaisir qu'ont nos enfants quand ils nous préparent un cadeau, quand ils nous préparent une surprise. C'est une manière de dire « je t'aime », c'est une manière de dire « j'espère bien que tu seras content de mon cadeau ». Mais quelle horreur si nous ne regardons pas le cadeau qui nous arrive. Comme nous plongeons l'enfant dans l'insécurité et dans la tristesse, si ce joli cadeau qu'il a cru nous faire, nous le traitons un peu brièvement en le mettant de côté, en le posant, en oubliant qu'il nous a apporté un bouquet, en oubliant qu'il nous a fait ce beau dessin et en le laissant traîner et en le perdant. Là, nous attaquons ce bonheur qu'il avait eu à réaliser quelque chose pour nous et qu'il escomptait bien avoir en voyant à quel point il était formidable dans notre regard. Donc ceci aussi me paraît une condition importante pour l'enfant. Enfin, je pense que c'est important pour l'enfant, en même temps que tout cela, de se sentir en sécurité, en confiance. Et là encore, je rejoindrai des choses que vous avez dites à propos des adultes qui, parfois, et trop souvent, et c'est bien ce que je vois bien souvent malheureusement avec les enfants que je vois en thérapie, ces adultes qui trop souvent exercent une pression sur l'enfant en disant ah mais si tu n'arrives pas à rentrer en 6e, comment tu feras? Tu seras chômeur, tu n'auras pas ton bac. Enfin, ou déjà à l'école primaire, on fait peser ce problème de ce qu'on fera plus tard. Et quand je vois un enfant de 10 ans qui me dit si je continue à être comme ça, je serai chômeur, je trouve qu'il y a là quelque chose de terrible pour l'enfant. Donc, faire confiance à l'avenir de cet enfant sans faire pression sur lui, et pourtant l'aider à construire sa vie d'aujourd'hui et qui prépare celle de demain. Et pourtant, il me semble que ça n'est pas toujours facile pour un enfant de se sentir en sécurité et pour des parents d'assurer la sécurité d'un enfant quand effectivement pèse l'angoisse du monde dans lequel on est et l'angoisse des choses auxquelles il va falloir faire face. Quand dans une famille le chômage est entré, ça n'est pas très facile à vivre pour les parents. Alors, quelle solution? Je crois essayer pour que les enfants aient confiance dans la vie, essayer, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, Jean-Marie, de ne pas faire valoir à l'enfant tous les dangers qui l'entourent, toutes les menaces qui pèsent sur le monde, toutes les choses tragiques qui se produisent,
essayons de montrer à nos enfants aussi toutes les choses bonnes qu'ils peuvent faire, que nous pouvons faire, que nous cherchons ensemble. Et quand il y a un drame dans la famille, quand il y a un deuil, une maladie, il ne s'agit pas de le cacher. Alors je crois aussi que là, mon insistance sera grande pour dire que ça n'est pas permettre à l'enfant d'être plus heureux que d'annuler les causes de soucis. Et là, la marge de manœuvre pour l'adulte est une marge très, très, très serrée, parce que je crois qu'il nous faut être vrai pour que nos enfants soient en sécurité, et qu'il arrive que, pour être vrai, nous disions des choses qui ne sont pas faciles à vivre pour l'enfant. Ça veut dire qu'il faut que nous parvenions nous-mêmes à résoudre cette chose dont nous avons à parler. Et que d'autre part, toute la transparence n'est pas absolument indispensable. Je pense à ces parents qui risquent quelquefois de dire à un enfant qui n'a pas été particulièrement désiré, c'est quelque chose que nous n'avons absolument pas le droit de dire. J'avais pas envie que tu existes, je pense à quelque chose qui a pu être dit devant moi, j'avais pas envie que tu naisses, mais tu es né, alors après on a été bien contents. Eh bien, je crois qu'il faut faire très très attention à des choses comme ça. On n'a pas besoin de dire toute vérité complète à un enfant. Par contre, un deuil, une maladie, un problème de chômage ou de travail, il faut bien que nous en rendions compte à l'enfant. Il faut bien le dire, et pour ça, faire la paix en nous-mêmes, pour pouvoir transmettre cela avec paix à l'enfant, et transmettre cela dans l'amour et dans la confiance. Et je terminerai en citant cette situation qui m'a paru tellement merveilleuse, de cette petite fille qui était toute cassée, toute abîmée, qui avait une horrible maladie musculaire, qui était vraiment une petite fille qui savait que ses jours étaient tout à fait comptés, que probablement avec la maladie qu'elle avait, on ne dépassait pas à l'âge de 25 ans. Et cette petite fille qui était d'une gaieté et d'un bonheur de vivre extraordinaire. Et elle était gaie et heureuse de vivre parce qu'elle aimait apprendre, elle aimait avoir des relations d'amitié. Je rejoins aussi tout ce que vous disiez tout à l'heure à propos de cette curiosité. C'est une petite fille que j'ai bien connue parce que c'était une amie d'une de mes filles, qui se sentait heureuse parce qu'elle était traitée comme si elle n'avait pas été toute cassée, qu'on pouvait se moquer d'elle en lui disant « qu'est-ce qui est la plus vilaine de nous deux ?» et voilà, et tout le monde riait en se faisant des grimaces. Cette petite fille qui, en même temps, avait le goût d'apprendre et qui a appris jusqu'à passer des concours qui, ensuite, ne lui ont pas permis d'exercer le métier qu'elle avait préparé, puisqu'elle est morte avant d'avoir pu l'exercer. Il n'empêche qu'il y avait là une enfant qui était heureuse dans la situation la plus difficile que je puisse reconnaître à un enfant. Et pour moi, préparer cela, c'était en même temps penser à cette petite fille, rendre hommage à cet enfant, à ses parents, pour la manière dont elle a su vivre un bonheur dans une situation si difficile. Alors débrouillons-nous pour que quand nos situations sont faciles, alors nous sachions quand même assurer du bonheur aux enfants et qu'ils n'atterrissent pas chez une dame pour les ennuis. Merci Nicole. Je vais donner la parole maintenant à Jean-François Kieffer. Alors, moi je suis content d'avoir un artiste à cette table. D'abord parce que le bonheur des enfants se joue aussi dans l'amusement, dans le temps passé à des choses peut-être parfois moins sérieuses. Alors, comment vous-même, Jean-François, vous réagissez par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Comment vous concevez vous-même votre travail au profit des enfants, non seulement dans vos bandes dessinées, mais également dans vos jeux? Vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes en train de préparer un jeu pour les familles. Donc, Oui. Loupio est né comment? Parce que vous en êtes au 7e. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je dirais que tout à l'heure, on disait qu'on ne peut aimer que si on a été aimé. On est dans la transmission. Et moi, avec mes bandes dessinées, j'essaye de donner du bonheur. Donc, pour commencer, j'ai un devoir très sérieux, c'est d'être heureux, c'est de vivre des bonheurs et de les cultiver. Je crois qu'on n'a pas à faire de grandes leçons sur le bonheur aux enfants. Je ne parle pas pour ce que vous avez dit, qui était magnifique. On a surtout à essayer soi-même d'être heureux, de cultiver les bonheurs. Alors, comme je suis un illustrateur, je me suis dit, il faut peut-être que j'apporte un peu une petite touche d'illustration à notre débat. Donc, je vous ai apporté deux petits bonheurs. Alors, le premier,
je l'ai dans la poche de droite. Alors, on peut le montrer à la caméra. Voilà. Je vais le montrer à Jean-Marie et il va vous dire ce que c'est. C'est un bonheur made in France. Oui, Alors, c'est quoi? j'ai demandé à Vincent. C'était simple, le bonheur. Il est trop petit. C'est un bouton. Eh bien voilà, c'est un petit bonheur que j'avais ramassé. C'est un bouton, mais c'est un bouton Chercher de le poilu. motif, moi. Ah voilà, alors. Ah oui, alors, ça une n'a pas grenade. beaucoup de rapport avec le bonheur parce que c'est une grenade. C'est un bouton d'uniforme. Voilà, je viens de la Meuse, Verdun. Vous connaissez Verdun, les tranchées. Hein, vous demandez, mais quel rapport avec le bonheur? Eh bien, c'est un bonheur de la semaine dernière. Voilà, on est en train simplement de mettre des grosses pierres sous le porche d'entrée de notre maison. Et puis, c'est Fabienne, ma femme, qui, d'un coup de pioche, a sorti ce bouton. Alors, elle m'a appelé. Alors, je suis toujours très jaloux parce que c'est elle qui trouve les bonheurs, enfin les boutons, les petites choses. Et on l'a mis dans le vinaigre, on l'a briqué. Et puis voilà, c'est un bonheur qui me renvoie en fait à mes bonheurs d'enfant, mais il n'y a pas eu de coupure parce que je continue à en avoir et avec la même intensité. Et après, on peut savourer les coups de pioche suivants parce que, vous savez, quand on enfile 2000 coups de pioche, ça peut être monotone, ça peut être long, mais quand on a trouvé un bouton, chaque coup de pioche, c'est peut-être le début d'une découverte, quoi. Alors avant-hier, il y a eu une tête d'obus, ça c'était... On était un peu blasés, disons que... Voilà, j'ai préféré vous apporter le bouton que la tête d'obus. Alors j'ai un autre bonheur de cette semaine. Alors, Jean-Marie, qu'est-ce que je sors de ma poche de gauche? Une noix. Une noix. Voilà, une noix fraîche de Montnoyer. Qui c'est qui veut une noix fraîche? Allez, hop, cadeau. Voilà. Alors, les noix, c'est le début en ce moment dans la Meuse. Et le grand plaisir, c'est quand il y a un coup de vent ou un changement de... On passe à un temps un peu plus humide, on sait qu'il va y en avoir un peu plus. Alors, on prend un seau et puis les premières, on les compte. Hein. Le premier jour, j'en ai ramassé 5, le deuxième, 12, et le lendemain, 200. Et puis ça s'est arrêté d'augmenter. Ce matin, je voulais en cueillir pour mes amis parisiens, et puis il y en avait une quinzaine. Vous voyez, voilà, des petites choses toutes bêtes. Et je pense que... Alors il y a des fois où je note dans un de mes carnets, une fois j'avais trouvé comme ça une boucle pour attacher les animaux. Vous savez, sur le chemin, je courais au bord du chemin, j'ai trouvé cette boucle. Et puis en continuant à courir... j'ai imaginé, je me suis dit, tiens, mais je suis content de l'avoir trouvé, ça va me servir. Ah oui, mais je sais très bien qui a pu la perdre. Et puis, cas de conscience, etc. Et puis, c'est devenu le scénario d'une histoire où Loupio trouve des pièces. Et puis, voilà, il sait très bien d'où viennent ces pièces. Bon. Vous lirez ça, je crois que c'est dans le tome 5. Alors, il y a celles dont on se sert en les notant, et qui vont fournir de la matière à des histoires. Et puis, Loupio ne va probablement pas trouver de boutons de poilu. Il y a celles simplement qui servent à nourrir mon petit bonheur personnel. Et en étant heureux, j'essaye de faire bien mon métier. Je crois que c'est transposable dans pas mal de professions. Merci Jean-François. Nous avons retenu, et c'est un point commun aux 3 interventions, que finalement le bonheur des enfants, la première condition, c'est pas la seule, mais la première condition, c'est d'être heureux nous-mêmes. Hein, ça peut être un point de départ, en tout cas pour effectivement construire le bonheur des enfants. Alors, je ne sais pas si nous avons encore un peu de temps. Donc, j'aurais envie de demander à Nicole Fabre de revenir peut-être sur ce qu'elle a indiqué à propos de ne pas faire pression sur les enfants. Et j'ai noté, c'est d'ailleurs une constante dans les trois interventions, qu'aucun d'entre vous n'a parlé de l'autorité parentale.
Alors, j'aurais envie de vous demander aux uns et aux autres comment vous situez l'autorité effectivement des parents par rapport au bonheur des enfants. Alors moi je pense que l'autorité, c'est donner un cadre à l'enfant et la sécurité de ce cadre, c'est-à-dire à l'intérieur de certaines règles qui sont les règles de la famille, qui sont les règles de la manière dont on vit et que parfois on peut réviser avec l'enfant parce qu'il grandit, parce qu'il change, parce que je me souviens de cette maman qui m'avait dit un jour, oh, moi j'ai fait exactement la même chose avec mes 5 enfants. Oh là là, je lui dis, comme vous avez dû vous ennuyer et comme c'est dommage de ne pas avoir changé d'un enfant à un autre parce que les enfants sont différents et que ça nous conduit, même si nous gardons le même cadre, à pourtant nous adapter, nous enrichir et nous apercevoir que là, nous nous étions peut-être trompés, qu'il faut peut-être réviser ce que nous avons fait. Donc je pense que l'autorité, c'est en même temps l'intelligence de l'enfant, l'intelligence au sens de comprendre ce que sont nos enfants et comprendre ce dont ils ont besoin et créer le cadre à l'intérieur duquel ils seront bien. C'est-à-dire ne pas changer tout le temps d'avis, on peut changer soi-même, mais on ne change pas tout le temps d'avis. On ne se laisse pas manipuler par un enfant. Parmi des notes que j'avais prises sur des choses que j'avais envie de vous dire, il y avait que dans notre amour de l'enfant, il ne faut pas que nous en fassions un enfant roi. Je veux dire que autant je pense qu'il faut respecter profondément l'enfant, l'aimer, l'entourer, autant je pense en même temps qu'il ne faut pas se laisser gouverner par l'enfant. Et les enfants rois sont des enfants qui ne sont pas heureux. Ils ont une illusion de plaisir, oui, ils ont du plaisir, ça s'appelle une illusion de bonheur, mais ils ne sont pas heureux. Donc je crois que l'autorité, c'est ce qui nous permet aussi, dans ce cadre que nous donnons à la vie de la famille et à nos rapports avec l'enfant, de ne pas en faire un enfant roi, mais d'en faire un enfant aimé, respecté et qui nous respecte. C'est ce que je dirais comme ça en premier lieu. Peut-être que dans une heure, je vous dirai autre chose. Mais tout de suite, c'est ce qui me paraît le plus important. Merci. Jean-François, j'avais une question à vous poser à propos de Loupio. On ne voit jamais, si je me rappelle bien, les parents de Loupio. Loupio est, d'une certaine manière, cet enfant roi. Voilà, j'étais un petit peu embarrassé par la question de l'autorité parentale par rapport à Loupio, justement, qui est orphelin, mais qui a des tuteurs, un peu des anges gardiens, qui a la proximité de François d'Assise, et puis du loup sage. Et Loupio, il a parfois des retours de bâton, simplement. Selon le comportement qu'il a, il en retire plus ou moins de bonheur. Et puis son expérience se forge comme ça. Donc j'essaye d'éviter un petit peu un ton moralisateur, mais je fais en sorte dans les histoires que le lecteur assimile petit à petit qu'on arrive à des choses plus satisfaisantes et plus belles avec le dialogue qu'avec l'obstination, avec le partage qu'avec l'égoïsme. Enfin voilà. Et l'autorité parentale, Jean-Marie, vous la... Oui, moi je suis tout à fait dans la ligne de ce qu'il disait Nicole. Moi j'aime bien m'appuyer sur la racine des mots. Vous savez, le mot autorité, ça vient du latin augere, qui signifie faire croître. Une relation d'autorité, c'est une relation qui fait grandir. Et autorité et hauteur ont la même étymologie. C'est-à-dire que la relation d'autorité, c'est cette relation qui va permettre peu à peu à l'enfant de devenir auteur de sa vie. Et pour moi, l'exercice de l'autorité, c'est la conjugaison de l'amour et de la loi. Il n'y a pas de loi sans amour, il n'y a pas d'amour sans loi. Et l'art de l'exercice, c'est cette capacité à pouvoir dire à l'enfant « je te dis non parce que je t'aime ». C'est bien plus facile de dire oui. Et puis, si je n'avais vraiment rien à cirer de toi, rien à cirer de ton avenir, je te laisserai faire n'importe quoi. Si je pose un cadre, si je dis non, si je pose des limites, c'est bien parce que tu as du prix à mes yeux. Et donc, cette relation d'autorité, c'est très différent de la relation de pouvoir. Moi, j'aime souvent dire que le pouvoir, je le reçois de l'institution, et l'autorité, quelque part, on la reçoit de ceux auprès de qui on l'exerce. Et voilà, c'est cette relation, effectivement, et l'enfant va avoir plaisir à obéir à celui en qui il fait confiance. C'est-à-dire que si on peut fonder le pouvoir sur la menace, on ne peut fonder l'autorité que sur la confiance. Ça, c'était des grands principes de Don Bosco. Et cette autorité, elle est exercée indépendamment par le père et la mère, ou est-ce que chacun a un rôle plus particulier à jouer, ou comment
Le père l'exerce à la manière du père et la mère l'exerce à la manière de la mère. Hein, je crois que c'est important. Mais je crois que ce qui peut être important des fois, c'est effectivement d'être deux. Vous savez, je me souviens de cette histoire qui me revient en mémoire. Donc, je dirigeais un foyer de jeunes placé par les magistrats et un gamin, lors d'un week-end, donc avait commis plusieurs vols, était revenu avec des autoradios volées à 2 h du matin, frappé à la porte de l'appartement où vivait seulement sa mère, tout seul avec lui. Et je voyais la mère le lendemain soir, lorsqu'elle ramenait l'adolescent au centre, et qui me disait, c'est pas su quoi faire, moi, parce que soit j'ouvre la porte, mais alors il va se dire, de toute façon, demain il va me ramener encore d'autres choses. Hein. Mais si je lui ferme la porte, eh ben, il va être en danger, parce qu'il va retrouver ses copains dans la rue. Bon. Et combien, je me disais, c'est plus facile d'être deux. Quand il y en a un qui peut à un moment dire la loi avec force, et puis l'autre assuré, s'il dit la loi, c'est qu'il t'aime. Quand on est tout seul, et je vois effectivement des fois des mamans seules un peu en difficulté pour pouvoir jouer sur les airs de registre en étant tout seul. Bon. Et là, petit à petit, la maman a trouvé. C'est-à-dire que je t'accueille, mais j'en parlerai au directeur. L'important, c'est quand même toujours de pouvoir situer un tiers, parce que exercer seul une fonction d'autorité, je trouve ça bien difficile. Je crois que c'est toujours plus facile à deux. Merci Jean-Marie Petitclerc, merci Jean-François Kieffer, merci Nicole Fabre. C'était donc le premier mardi des Bernardins. Nous abandonnons KTO pour poursuivre notre débat entre nous.